d'abord, je voudrais à mon tour, moi non plus je n'ai pas de discours, mais j'ai un plan, tellement vous vous en doutez, la Syrie a fait couler beaucoup plus de sang que d'encre. Donc si je devais vous résumer mon vécu communautaire entre la Syrie, le Liban et la France, il me faudrait 24 heures. Et comme on est tenu par la rigueur d'un plan, et c'est normal, parce que je ne suis pas venu vous raconter ma vie, ma première pensée ira sous forme de gratitude envers les jeunes dont j'ai découvert le visage il n'y a pas très longtemps cette année à travers leur association. Ils s'appellent Nazia, Marwan, Vaga et d'autres, donc je ne peux pas tous les citer. Sans faire du zèle, je vous dirais, c'est très bien ce que vous faites à travers votre association Culture Populaire, donc qui ouvre un large horizon. Et si je devais me projeter, moi, dans ce pays que j'ai choisi librement par amour de tout ce qu'il représentait il y a un demi-siècle, c'est-à-dire je suis venu librement, mais en ayant quitté ma famille, ma patrie, mes amis, parce que quelque chose me disait, quand j'avais 20 ans, dans ce pays, il y a cet espace idéal que tout jeune peut trouver, même s'il reste attaché viscéralement à ses racines. Et je crois, parmi vous, ceux qui ne sont pas originaires de France, qui sont originaires d'autres horizons, ils peuvent me comprendre. Et c'est une chance de vivre en France, même si je devais un petit peu aller au-delà de la gratitude, avant de passer au vif du sujet, je vous dirais que à propos de la Syrie, on a souvent dit, et ce sont des grands écrivains qui ont visité la Syrie autrefois, qui ont dit « Tout homme civilisé devrait avoir deux patries, la sienne et la Syrie ». Compte tenu de la dimension du patrimoine de la richesse qui est spoliée aujourd'hui. Mais aussi, je voulais ajouter en parallèle avec la France, ce pays que je chéris, que je n'ai jamais dénigré et dont je souffre pour lui aujourd'hui comme pour la Syrie. Donc c'est avec beaucoup d'émotion et de conviction que je vais vous parler, et ce n'est pas un exercice facile. Autant en temps de paix, vous pouvez parler de votre pays d'origine ou de n'importe quel pays, autant quand vous avez un pays qui est déchiré par 5 ans de guerre, 1500 jours, et que les grands de ce monde sont aveugles et sourds, même si à l'heure d'aujourd'hui, à l'ONU, on commence à réaliser qu'il faut quand même arrêter ce carnage parce que les masques tombent et les vérités avec elles vont tomber. Et j'espère qu'avec Maître Viguier, mon épouse, on va contribuer non pas à vous endoctriner, non pas à vous prouver avec des idéologies, mais à vous prouver par notre démarche sincère de vécu, pour ma part, entre la Syrie, le Liban et la France, que vous aurez un témoignage limpide, qui n'est pas suffisant, mais qui est basé sur la réalité d'un vécu qui ne se limite pas juste à un voyage touristique, c'est-à-dire nostalgique, comme font beaucoup, à juste titre, quand ils reviennent au pays. J'ai été sur place, engagé pendant 3 ans, entre 2008 et 2012, dans une action humanitaire où nous avons quitté la Syrie et Alep, ma ville natale, ville comme Berlin aujourd'hui, ville martyre. Donc c'est pour vous dire, c'est ce que vous allez avoir de ma part ou de mon épouse, et bien sûr aussi de Maître Vicky sous une autre forme qui est dans le juridique, vous allez avoir le témoignage de quelqu'un qui a vécu sur place, à la différence, je ne parlerai pas des médias tout de suite ni des politiques, à la différence de beaucoup d'opposants, quels qu'ils soient, s'ils sont syriens, je les respecte, ils ont le droit à la différence, mais il y a une différence énorme entre ceux qui ont vécu en France ou en Angleterre, dans les salons parisiens ou londoniens, qui souhaitaient le changement de ce pays alors qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité sur le terrain. Pardonnez-moi si j'ai été long dans mon avant-propos, mais la deuxième chose que je voulais vous dire, je voudrais remercier bien sûr Maître Viguier, dont je fais la connaissance aujourd'hui, puisqu'on a partagé un repas. Même si je ne le connais pas, si ce n'est à travers les médias, j'ai découvert un homme, oui, courageux, il est tellement modeste qu'il n'aime pas ce terme, un homme simple, un homme de conviction, mais compte tenu qu'il ne serve pas les clients, à mon sens, ils servent la justice et la paix et la Syrie, donc mon pays d'origine, je le salue et j'espère qu'on va contribuer avec lui, que le débat ne soit ni élevé ni bas, mais qu'il soit à la hauteur de ce que vous attendez, parce que je pense que parmi vous, beaucoup de gens sont avertis et on n'a pas besoin de leur dire où sont, comme dans l'axe
la diabolisation qui continue d'ailleurs à travers la démocratie. On diabolise, je ne vais pas parler du Front National ou d'autres parce que j'appartiens à aucun parti, mais cette ligne de diabolisation masque beaucoup la vérité. Et si vous ne parlez pas de vérité, vous ne pourrez jamais rien comprendre. Donc, en même temps, je voudrais aussi vous remercier, vous tous, qui êtes venus si nombreux dans cette salle qui est conviviale, puisqu'elle reflète aussi bien le théâtre que le café. Et j'espère qu'il y aura à travers l'ambiance un peu sereine, parce que vous savez, quand on parle avec cette tripe, je suis détendu, mais stressé quand même du fait que il faut que je me détache de la souffrance du peuple syrien dont je suis solidaire et que j'accompagne le mieux possible, pas simplement avec des belles paroles, c'est-à-dire par une action sur place, par mon engagement. Et je dois vous avouer, avant d'aborder les quelques points importants que je pense qui peuvent vous aider à comprendre un petit peu ce que j'appelle cette pieuvre, et le titre de notre dernier livre, il porte encore sa trace et son empreinte digitale encore plus aujourd'hui qu'hier, Syrie, une guerre sans nom, parce qu'elle n'a pas de nom, et je m'en expliquerai plus tard. Donc je voudrais vous remercier d'être venus. Ce n'est pas ma première et j'espère pas ma dernière conférence. J'en ai donné un peu partout, en France, en Suisse, en Syrie, au Liban. Mais je dois vous dire avec une certaine fierté, mon premier livre qui a vu le jour il y a une douzaine d'années et qui est à sa 4e édition, il fait partie aussi de ce témoignage de vécu itinéraire d'un chrétien d'Orient dont je suis. Et m'a valu, c'est une 4e édition, mais m'a valu, je le dis avec une certaine fierté, même si ma voix est restée dans le désert, d'être invité à une conférence beaucoup plus importante que celle-là, mais je vous le dis avec humilité et aucune ambiguïté, à une conférence internationale sur la paix et la justice qui avait lieu paradoxalement en Tunisie avant le printemps de Jasmin. Et j'étais petit parmi les grands parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient des États-Unis, d'Amérique, à peu près 60 pays. Dans la France, était représenté par 15 personnalités très connues, des écrivains, des philosophes, des évêques et des rabbins de Londres et d'ailleurs. Vous voyez, donc j'ai été étonné qu'on m'invite parce que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Tunisie avait jugé, même si c'était la 3e édition, que le contenu de mon premier livre était digne d'éclairer l'opinion des gouvernants et des grands, parce que je ne fais pas de politique, mais j'ai expliqué mon vécu à travers une biographie, mais plus fort que la biographie, c'est mon combat pour la paix qui a commencé il y a 40 ans, c'est vous dire, j'arrive pas confortablement, les mains dans les poches pour vous dire, la paix c'est pour demain. Donc, ce contenu a été jugé, et c'est vrai que ça m'a encouragé, ça m'a donné l'espoir, en me disant, moi qui ne suis pas connu en Tunisie, enfin, parce que vous savez, si vous n'êtes pas médiatiquement connu, ou si vous n'avez pas le profil de Valérie Trierweiler pour que vos livres se vendent comme des petits pains, c'est sûr, Itinéraire d'un chrétien d'Orient, déjà, c'est pas commercial et ça parle pas. Aujourd'hui, ça parle un peu plus, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés, beaucoup d'exodes, etc. Je vous ai livré en vrac pour vous expliquer que se battre pour la paix et la justice, c'est un long combat. Et si je devais m'arrêter dans cette première partie d'avant-propos, c'est l'affaire de chacun et de chacune d'entre vous. Et si je devais me projeter dans 10 ou 20 ans par rapport aux générations futures, je dirais, si j'avais un conseil, bien qu'on soit là pour vous parler de la Syrie, du Proche-Orient et des liens qu'il y a aussi entre la Syrie et la France et l'Europe, je vous dirais c'est cette révolution que chacun doit faire personnellement. Déjà, pour qu'ensuite, dans une deuxième étape, il y a la cellule familiale qui se refonde ou se reconstruit. Ce n'est pas de la morale, mais je vous dis en tant que biologiste, en tant que père de famille, en tant qu'homme engagé, mais libre de toute idéologie. Parce que quand le dernier livre qui est sorti sur la Syrie, pour vous donner une approche, il a été salué par une presse indépendante à Paris, qui a fait une synthèse et qui a jugé que le contenu de notre dernier livre ne souffrait d'aucune appartenance à aucune idéologie. Parce que dans la rétrospective que je vais vous citer par rapport à la Syrie ou par rapport aux questions que vous allez poser, si je vous dis qu'il y a 2, 3, 4, 10 éléments positifs, automatiquement, si vous ne réfléchissez pas un peu,
vous serez, comme beaucoup de médias, je serai catalogué du côté du président syrien ou du côté du régime. Je m'empresse de vous dire, le mot régime pour moi n'a aucun sens. Il y a un État syrien, il tient encore debout miraculeusement. Donc, pour vous dire, par rapport à cette approche, la famille, c'est un point important. Ensuite, il y a l'éducation. C'est un sujet très important. Si je vous parle de cela, parce qu'il y a un lien important. Autant il y a 5 ans, quand je dédicaçais mes livres, à tort ou à raison, tel endroit, etc., je me rendais compte que l'opinion publique des Français a été formatée de façon à ce qu'ils comprennent le moins possible. Le moins possible. Et nos jeunes d'aujourd'hui, s'ils ne se renseignent pas ou s'ils n'essayent pas de comprendre à travers soit les médias, soit Internet, soit à travers des gens qui soient intègres, c'est-à-dire qui font leur travail de journaliste ou de politique ou de citoyen libre, la confusion est totale. Et si ça n'avait pas une incidence sur votre vie de tous les jours, vous en tant que Français, parce que je me considère Français à part entière, je vous dirais, cette approche, vous ne pourrez pas la comprendre parce que si on n'a pas une vision holistique de la Syrie, si on commence juste par savoir, ou comme ça a été fait pendant 5 ans, où on a formaté en vous disant, en focalisant l'opinion sur un seul homme qui ne mériterait pas, pour citer ces phrases maintenant qui reviennent un peu partout, qui mériterait même pas de vivre, ou c'est un boucher, bien que vous avez vu, le formulaire commence à être un peu plus soft et il recommence à retrouver son humanité. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous dirai, bien que j'ai du respect pour la présidence, qu'elle soit française ou qu'elle soit européenne ou qu'elle soit syrienne, je mettrai, si vous le permettez, le président syrien de côté pour vous faire gagner beaucoup de temps, mais ça ne m'empêchera pas de répondre à toutes vos questions. Je n'occulte pas, je n'élaque pas, mais je vous dis, pendant 5 ans, ça a été volontairement focalisé un petit peu, ce que je dis, pardonnez-moi, je vous donne ça en vrac, c'est comme si on a voulu, à travers, je pèse mes paroles, à travers les médias et la politique, vous envoyer des gaz lacrymogènes pour que vous puissiez plus voir la réalité. Mais Dieu merci, et il m'est arrivé de dire à plusieurs reprises, durant mes 120 conférences que j'ai données en 12 ans, c'est pas beaucoup, à travers le monde, je peux témoigner, vous pouvez adhérer à certaines idées parce qu'elles correspondent à quelque chose que vous croyez ou que vous pouvez vérifier. Mais, en revanche, un jour ou l'autre, les historiens, et ils ont commencé à parler, les langues commencent à se délier, les survivants vont parler, les médias, de ce qu'il en reste, des journalistes, et Dieu merci, il y en a qui risquent leur vie, vont, mais ça va faire beaucoup de livres. Et avant de terminer donc cette première partie qui m'incombe, je vous demanderai pas une minute de silence, mais je voudrais que, associer ma présence ici, bien que je ne suis pas un homme politique, qu'elle soit un peu le porte-parole de tous ces Syriens et Syriennes qui sont restés sur place, et je ne parle pas de ceux qui ont été exilés ou de ceux qui sont morts en fuyant la mort dans des mers qui soient entre la Méditerranée ou sur les îles. Donc, je voudrais que vous sachiez, ma présence ici, c'est pour eux, et avant tout pour eux, pour que un jour, j'espère, la paix reviendra, mais elle ne peut revenir que si on résout les problèmes de fond. Et c'est là tout l'objet de ce débat, de cette conférence, où, pour ma part, qui ai écrit plusieurs livres, je peux vous dire jusqu'à présent, depuis 70 ans, malheureusement, le sort du Proche-Orient, il est scellé par l'Empire américain que je considère qui a remplacé l'Empire ottoman, dans ce sens qu'il a perdu toutes les guerres qu'il y a au Proche-Orient, et il faut vous poser la question pourquoi. Le bilan est près de 10 millions de morts. Tout cela, on pourra en débattre avec bien sûr les faiblesses, les monarchies, les dictatures, tout ça, parce qu'il ne s'agit pas de stigmatiser l'Occident comme si les pays arabes n'avaient aucune responsabilité. Mais pour terminer, je vous dirais, en tant que biologiste, mais pas analyste, jusqu'à présent, on a essayé toujours d'agir sur l'événement, mais sur les conséquences et jamais sur les causes, sur l'origine de cette guerre qui n'a pas de nom.
La Syrie n'a déclaré la guerre à aucun pays en 2012 jusqu'à ce jour, ni à la Tchétchénie, ni à la Tunisie, ni à la France, ni aux États-Unis, etc. Et comme vous le savez, il y a à peu près représenté par rapport à ce qu'on appelait les rebelles modérés, qui étaient des centaines, paraît-il. Vous voyez, le mensonge a pris une place machiavélique dans notre espace et paysage politique. Ils sont une centaine, ils représentent une centaine de pays. Donc quand vous voyez un pays qu'on a essayé de mettre à genoux, qu'on croyait en 3 à 6 mois le régime allait tomber, c'est sûr, tous les calculs, tous les logiciels, soit occidentaux, qu'ils soient du FBI, du CIA ou de tous les calculs politiciennes, n'ont pas réussi. Et du coup, aujourd'hui, on a la table de négociation tout simplement parce que la Russie a essayé, a voulu d'en découdre, et à ce moment-là, on est dans la réelle politique. Voilà. Avant de passer la parole à mon épouse qui vous donnera donc une partie de son approche, je reprendrai la parole s'il me reste un peu de temps pour vous détailler un peu plus les points qui me paraissent importants. Je voudrais aussi rappeler une dernière chose. La Syrie, et ce n'est pas péjoratif, n'a rien à voir avec la Libye, parce qu'on a souvent fait des confusions, Libye, Syrie, etc. La Syrie a des liens historiques avec la France qui datent depuis 15 siècles. Je vous donnerai juste 2-3 exemples comme ça en vrac, bien que je ne sois pas historien. Le premier consulat au monde que la France a établi, elle l'a établi à Alep, dans ma ville natale, il y a 4 siècles. C'était sous l'Empire ottoman. C'est vous dire qu'Alep, comme Damas, qui est la capitale, mettait une plaque tournante, la route de la soie. Alep, à elle seule, était un royaume. Son histoire est fabuleuse. La Syrie a connu 15 invasions. C'est vous dire qu'elle est un pôle d'attraction universel depuis 2000 ans. Pourquoi 15 invasions? Mais c'est là, franchement, ils ont connu beaucoup, que ce soit les Perses, que ce soit les Mamelouks, que ce soit les Ottomans, que ce soit les Grecs, les Romains, et j'en passe jusqu'à la dernière colonisation. Sachez que le peuple syrien est debout, qu'il est patriote. Il n'a pas le monopole de la démocratie, mais je peux vous dire, pour tous ceux qui ont visité la Syrie, et j'en ai connu des centaines, rares ceux qui sont rentrés déçus. Ils ont trouvé dans un pays un peuple bon, pacifique, cultivé, généreux, etc. Il a toutes les qualités de l'Orient et il a bien sûr bien des défauts. Mais en Syrie, la laïcité faisait partie de la culture syrienne. Et ceux qui n'ont jamais visité, d'habitude, dans mes conférences, ce qui est plus facile pour moi, je conjugue la parole, l'image et la musique. C'est-à-dire, j'expose un documentaire qui a été fait par France 2 qui vous montre des hommes et des femmes syriens et syriennes qui sont comme vous et moi, qui vous montre des sites archéologiques extraordinaires, qui vous montre un peuple qui n'est pas du tout agressif. Même avec Israël, je peux vous dire, moi qui ai vécu un quart de siècle dans ce pays, j'ai jamais senti de je dirais pas sémitisme, ce serait un paradoxe parce que nous sommes tous sémites, mais jamais j'ai senti un sentiment anti-juif, bien au contraire. Bien sûr, la Syrie n'était pas d'accord sur la politique hégémonique d'Israël. Sachez une chose, maintenant, évidemment, les choses ont changé. Le Golan qui a été occupé pendant 40 ans, jamais il y a eu un seul attentat. N'était-ce pas un signe de bonne volonté où Israël aurait pu restituer, et en 1973, quand Golda Meir avait dit les territoires occupés contre la paix, la Syrie était prête. Mais vous voyez, ce sont des occasions uniques comme ça où on lance la pierre et puis, bon, finalement, nous, citoyens français, européens, on est dans la banalité parce qu'on a des préoccupations majeures, qui est le pouvoir d'achat, qui est l'avenir de nos jeunes. Et aujourd'hui, les attentats, je dois vous dire dans une lettre que vous trouverez pour ceux qui ont lu mon livre, qui date depuis 10 ans, presque jour pour jour, j'ai adressé de nombreuses lettres à des chefs d'État, des États-Unis, du monde entier, peu importe. C'est une voix dans le désert. Idéaliste que je suis, je croyais que par mon expérience, par mon vécu, je pouvais attirer l'Occident pour qu'il revoie sa copie sur la démocratie au Proche-Orient, où on ne peut pas avoir la démocratie comme ici. C'est incompatible avec la culture, c'est même incompatible avec la foi, tout simplement. Dans cette lettre adressée à Villepin, il y a 10 ans, je ne lui parlais ni de la Syrie ni du Liban. Je le mettais en garde contre la libanisation de notre société française. C'était août 2005. Vous pouvez retrouver cette lettre. Il m'avait répondu
3 mois après, se déclenchaient dans les banlieues des incendies, etc. À l'époque, on brûlait. Aujourd'hui, on tue. Demain, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, c'est la guerre civile. Si chacun d'entre vous ne fait pas cette révolution pour que nos jeunes ou moins jeunes préparent l'avenir de la France, pas sur des consensus comme on est en train de le faire gauche-droite, c'est très bien, si ça peut aller vers la modération. On a besoin d'une véritable révolution parce que l'affaire syrienne, l'affaire du Proche-Orient, maintenant le monde est devenu un petit village et il y a des gens qui émigrent de partout, pas simplement pour les guerres, vous le savez très bien. Et nous avons la chance dans ce pays qui est assis sur un patrimoine le plus extraordinaire que le monde a connu. Chaque Français devrait être fier de son patrimoine, ne serait-ce sur le plan artistique, littéraire. Quel pays au monde peut s'enorgueillir d'avoir autant d'écrivains, autant de philosophes? Malheureusement, notre politique étrangère vis-à-vis du Proche-Orient et du monde, je dirais depuis 30 ans, pour qu'on ne pense pas que je suis à gauche, à droite, je suis ni d'un côté, ni de l'autre, ni au milieu. Je suis un homme libre et j'essaye de vous parler avec mon expérience, avec mon cœur. Donc, il est important qu'aujourd'hui, vous optiez dans votre vie civile pour des choix qui vont fonder l'avenir. Et l'islam, pour moi, n'a jamais été un facteur de perturbation ou de fanatisme, même si aujourd'hui certains s'en servent du wahhabisme ou de l'Occident qui profite des divisions chiites. C'est ce que j'ai essayé en Tunisie, pardonnez-moi, je termine, en Tunisie, de faire passer ce message. J'étais, disons, plus à l'aise pour le faire, moi qui ai vécu en tant que Syrien, mais en Syrie, on se considérait Syrien et pas chrétien ou musulman. Mais j'ai essayé de faire valoir en Tunisie, où il y avait beaucoup de musulmans, qu'il fallait qu'ils essayent de faire un cheminement, de faire pression sur les politiques, les imams, les mouftis et d'autres, pour qu'il y ait un autre langage et l'approche de l'islam, qui est une religion très riche, qui complète le christianisme qui était bien avant lui, mais ces querelles de religion qui reviennent à la surface 13 ou 14 siècles après n'ont plus aucun fondement. Et beaucoup de jeunes tombent dans le panneau des idéologies ou de ceux qui vivent de ce fonds de commerce. Donc, pour vous dire, revenez à votre identité. Et je pense, en France, il y a de quoi faire quelque chose d'extraordinaire, vu le potentiel et le patrimoine culturel. Et quand je traverse, c'est ce que je dis souvent à ma femme, 50 ans après, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je lui dis encore, qu'est-ce que j'ai la chance de vivre dans un pays aussi beau, mais où les gens deviennent de plus en plus tristes, de plus en plus anxieux, où vous avez, et vous le savez, vous avez, je suppose, certains d'entre vous, des jeunes, des enfants, etc., où ils se posent des questions, et le mot peur, pour la 4e puissance mondiale, c'est quelque chose qui est anachronique. Comprenez-le. Que doivent dire les pays où ils n'ont même pas d'eau, même pas de pain, où ils sont en guerre? Croyez-moi, Maître Viguier me disait, il rentre de Damas, il était étonné, stupéfait de voir que les gens vivaient, je dirais pas normalement, mais qu'ils avaient encore le sourire. Quand je pense que notre pays a un degré de tempérament et de moralité comme celui des Irakiens, nous avons des questions à nous poser. Et si je me suis permis cela, c'est pas pour vous dire que j'ai un langage pessimiste. Si je ne croyais pas dans la France, il y a longtemps que je l'aurais quitté. Je vous remercie. Je passerai donc à l'essentiel de ce qui peut, mais j'ai essayé de vous donner d'une façon holistique, car la Syrie, on ne peut pas l'aborder comme ça. D'un côté, il y a un président. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe, et ça dépasse le contexte du Syrie, le monde. Vous avez vu au Liban 15 ans de guerre civile, mais quand les princes d'Arabie ont dit l'accord Taïf, paf, on arrête. Curieusement, au bout de 15 ans. Là, on dit on arrête, mais je ne crois pas que c'est prêt de s'arrêter si les problèmes de fond ne seront pas réglés. Et je serai là pour répondre à quelques-unes de vos questions. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à mon épouse. Bonsoir. Vous m'entendez? Ça va? Je parle suffisamment? Ça va? Oui. Bon. Je voudrais, moi, vous livrer en tant que Française mon opinion personnelle sur la Syrie. Parce que, comme vous le savez, on entend tout et n'importe quoi. Donc, c'est une opinion, c'est la mienne, bien entendu. Hein. Je ne veux pas en faire une opinion universelle. Mais je vous dis mon vécu en Syrie. J'ai été appelée à vivre en Syrie
en tant que Française, tout simplement parce que l'archevêque grec melkite catholique d'Alep m'a demandé de fonder en Syrie un institut infirmier à la française. Déjà, le mot, ça vous dit quelque chose. L'attachement des Syriens à tout ce qui peut être français. Je suis donc partie avec mon époux de 2008 à 2012 pour fonder cet institut. Et je voudrais vous livrer, parce que vous avez entendu beaucoup de choses sur la dictature en Syrie, sur tout ça. Moi, je voudrais vous livrer mon vécu. Je suis arrivée en Syrie, j'ai donc pu travailler tout à fait sans aucun contrôle. Je n'ai jamais été contrôlée aux frontières, alors que je revenais pratiquement 4 fois par an. 4 fois par an, je repassais les frontières. Je n'ai jamais été contrôlée. Je n'ai jamais eu les services secrets syriens, les Mohabarat, comme on les appelle, sur le dos, jamais. J'ai vu une population qui était ouverte au monde, très attachée aux libertés qu'elle espérait conquérir, parce qu'il était indiscutable qu'il s'agissait d'un régime dictatorial, mais une communauté unie, kurde, sunnite, chiite, chrétien, ismaélien. Je n'ai jamais fait de différence et je n'ai jamais vu de différence en Syrie entre toutes ces communautés. Peut-être pourrait-on en tirer quelques enseignements pour nous. J'ai noté aussi qu'il y avait à Alep un lycée français qui avait été fermé pendant 30 ans mais qui venait de réouvrir. Il y avait à Damas un lycée français et que les relations semblaient s'être nettement améliorées depuis la fameuse rencontre à Paris de Bachar el-Assad avec les autorités françaises. Vous vous souvenez qu'il avait été invité à Paris. On va voir pourquoi, tout à l'heure vous nous demanderez peut-être pourquoi, et on vous le dira. Je voulais vous dire aussi que lorsque les touristes qui venaient à Alep étaient toujours enchantés de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient parcouru en Syrie, et lorsqu'ils repartaient par l'aéroport, on avait souvent une visite parce que l'Institut avait été fondé dans un bâtiment du XVIe siècle, donc on était l'objet aussi d'un intérêt touristique. Et chaque fois qu'ils me voyaient là en tant que Française, ils étaient tous étonnés. Et je leur expliquais ce qui m'était arrivé, que c'était dans un contexte bien particulier. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Écoutez, on sort de Syrie, mais franchement, on n'a pas vu quelque chose d'intéressant. » Les gens étaient absolument subjugués parce que c'est un pays qui est hors des autres pays, ne serait-ce que par ces civilisations qui l'ont façonné. Voilà. Lorsqu'en 2011 sont apparus, et c'est là, on est dans le vif, les premiers troubles en Syrie, je dois vous dire que ça a été presque un coup de tonnerre. Parce que tous les Syriens que je rencontrais, lorsque j'ai vu qu'il commençait à se passer quelque chose à Dera, je leur ai dit, mais ça va être compliqué. Il venait d'y avoir tous ces événements en Tunisie, je vais vous dire partout où il y a eu les événements, mais tout le monde était rassuré en me disant, de toute façon, ça ne se passera jamais en Syrie. Ils ont gardé un espoir fou, pendant 2 ans, persuadés que d'une manière ou d'une autre, le régime, le fameux régime, c'est-à-dire le gouvernement, allait pouvoir chasser ces démons. Malheureusement, il n'en a rien été. Mais je voulais, pour attirer votre attention, je voudrais vous faire réfléchir sur l'environnement qu'il y avait en 2011. Alors j'ai recherché hier un petit peu tous les événements qui avaient eu lieu. Je dois vous dire que en janvier 2011, non, fin 2010 à Tunis, il y avait eu déjà les premiers soubresauts de la révolution tunisienne. En janvier 2011, c'est passé inaperçu, mais il y a la partition du plus grand pays du monde arabe et du continent africain, c'est-à-dire le Soudan. Tout ça, ça se passe au même moment. Le 5 janvier 2011, c'est Alger. Il y a des problèmes à Alger. Et il se trouve que, petit à petit, ces problèmes sont rentrés dans l'ordre. Le 19 janvier, à Aden et à Sanaa, c'est-à-dire au Yémen. Le 25 janvier au Caire, le 15 février au Bahreïn, le 15 février aussi à Tripoli, en Libye, et en mars 2011, Dera. Si tout ça, si tous ces événements qui se passent au même moment dans un monde bien fermé ne fait pas penser
a une volonté délibérée de créer des troubles, je ne sais pas ce qu'il faut penser. Est-ce un hasard aussi si en décembre 2010 et mars 2011, au sud du monde arabe, en Côte d'Ivoire, les élections aboutissent à ce que la France tranche Manu Militari en faveur de Ouattara, l'homme du FMI. Tout ça, c'est dans la même veine. Est-ce un hasard si en novembre 2010, M. Cameron et Sarkozy, réunis au sommet annuel franco-britannique à Londres, décident par le traité de Lancaster de mettre en commun leurs forces de projection, c'est-à-dire leurs moyens d'intervention à l'extérieur. C'est curieux que ça se passe juste en 2010. Est-ce un hasard aussi si en octobre 2010, de passage à Londres, M. Dumas est interpellé par les services secrets anglais qui lui demandent de bien vouloir réfléchir avec eux sur l'éventualité d'un changement de régime à Damas. Vous avez tous lu ça dans la presse. Est-ce un hasard si ces fameuses révolutions, toutes confondues, jouissent inconditionnellement du soutien de la France de Sarkozy et de Hollande, des travailleurs de Tony Blair et de Lord Cameron et de la Chambre des Lords, c'est-à-dire de Cameron, des républicains de Bush et des démocrates d'Obama indifféremment. Vous voyez aussi ce curieux hasard. Est-ce un hasard si les soi-disant révolutions dont on nous a parlé ne touchent que des régimes séculiers et épargnent toutes les théocraties? Si on assiste à une coalition surréaliste entre l'Occident et les roitelets pétroliers, si seuls les régimes à visage républicain, à visage, je dis bien, hein, les régimes à visage républicain et laïque sont touchés de plein fouet, est-ce un hasard enfin si, en 2011, est signé le projet de gazoduc chiite, mis en chantier prévu en 2014, ce gazoduc qui doit passer par l'Iran, l'Irak, la Syrie, avec Gazprom comme associé principal, présidé par Gerhard Schröder. C'est une façon pour le Qatar, à ce moment-là, de creuser, en dépit de tout, creuser son fameux gazoduc par la pire violence terroriste qu'on a vu se déchaîner en Syrie. Comme je ne veux pas tenir la parole plus longtemps, je vais simplement vous dire que ce drôle de printemps qui s'est annoncé pour les pays arabes, c'est un printemps où ils vont vivre un épisode de l'entreprise théorisée et planifiée par l'Empire américain depuis des lustres, qui consiste à déconstruire cet univers trop vaste pour être avalé, le monde arabo-musulman. Je vais laisser la parole maintenant à quelqu'un d'autre, ça vous fait des pistes de réflexion. Voilà, il me reste 10 minutes, puis après je passerai la parole à Maître Vivier. Donc je vais aller d'une façon télégraphique pour vous donner les points qui me paraissent importants. Je vous remercie de votre écoute. Je vais vous donner l'état des lieux d'une façon pragmatique. La Syrie, que j'ai connue autrefois, mais que j'ai connue en 2011, c'est-à-dire avant les printemps arabes, quand nous arrivons d'une façon conviviale, humanitaire, pour faire du bon boulot. Et pour cause, on a fait du bon boulot, créer une école d'infirmières. Je ne vous explique pas le contexte, c'est dans le livre et ce n'est pas le plus important. C'est mon pays d'origine, donc sachez que je le connais. Je connais ses travers, les mokhabarats dont on dit, dont on souffert, etc. Sur le plan économique, la Syrie connaissait à cette époque, entre 2000, puisque le jeune président est arrivé en 2000 pour succéder à son père, sollicité, alors que ce n'est pas un fin politicien dans ce sens, un idéologue, on est allé le chercher, mais c'est l'histoire, donc ne me demandez pas pourquoi. Le Baas, un petit mot pour le Baas. Le Baas a été créé par un chrétien, un musulman, c'est vous dire la convivialité intellectuelle. Michel Aflaq d'Alep, de ma ville natale, donc que je connais mais qui est plus âgé, et Salah Bitar, un sunnite, donc tous les deux, ils étaient imprégnés de la Syrie, de l'islam, du christianisme, et de la culture française, puisqu'ils ont fait une partie de leurs études en France. Imprégnés
Vous voyez, il y a des influences très positives en France. Ils se sont dit, ils avaient une vision de 60 ans d'avance, on va créer un parti, le BAS, qui n'est pas un parti ni communiste, ni extrémiste, etc., où ils avaient intégré la culture religieuse, la charia, mais en même temps la laïcité. Juste, je vous ouvre cette parenthèse et je la ferme. Évidemment, le BAS existait en Irak, mais c'était les ennemis politiques pour des raisons stupides. Mais c'est comme ça. Donc, pour que vous ayez une approche que ces hommes-là ont réussi à mettre la Syrie sur la voie du progrès, tant et si bien que la Syrie, elle a été membre fondateur de la Ligue arabe et même de l'ONU. C'est un pays où c'est un centre pour tous les musulmans et même les Syriens, les Libanais du monde entier. C'est un centre de résistance et d'arabité et de culturel. Le premier alphabet au monde est né dans ce pays-là, qui a donné naissance à l'arabe et au latin. La première découverte, je ne vous ferai pas toutes les découvertes, mais il y a beaucoup de bases d'astronomie, de médecine, de philosophie, mais le premier verre a été inventé en Syrie. C'est ce qui a permis au prestige de tout l'art vénitien, etc. Donc il y avait un savoir-faire, bien sûr. Avec la colonisation, on est revenu pas à l'âge de la pierre, mais dans des situations difficiles et encore plus. Pour en revenir à l'aspect économique, voilà le BAS en quelques mots. L'aspect économique, la Syrie connaissait entre 2000 et 2011, au moment où il y avait la crise dans le monde, une croissance moyenne entre 5 et 8%. Parce qu'on peut invoquer dans certains pays la pauvreté, etc., pourquoi pas. Et puis, le fait qu'il y ait, vous voyez bien, même dans notre pays, le chômage touche une large masse de notre population, malheureusement, et les gens tremblent. En Syrie, non. Il y avait donc une croissance. Ensuite, la dette au FMI. Pratiquement aucune dette avec le FMI. Sur le plan humanitaire, la Syrie, ce sont des choses positives qui n'ont rien à voir avec le président. Ils ont à voir avec la Syrie telle qu'elle est, avec ses statuts, avec son peuple, avec son armée, avec ses intellectuels, avec son grand cœur. 1,5 million d'Irakiens accueillis. Vous avez vu combien nous, à juste titre, et je le comprends, tout émigré que je suis, on tremble parce qu'on veut donner du travail et de l'éducation à nos enfants, mais le partage n'a pas de frontières à mon sens. Bref, la Syrie a accueilli quel pays au monde du Proche-Orient? Alors voilà, pour vous donner une réalité économique. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Troisièmement, arrivent tous ces printemps, et je peux vous dire, en général, les révolutions, parce qu'on dit révolution, etc., c'est ce qu'on a menti pendant 5 ans. Les révolutions qui ont eu lieu, je ne parle pas de 89 ou de 68 qui a avorté, en général, quand ça se passe dans les pays de l'Est ou ailleurs, elles commencent toujours dans les capitales. Vous avez vu en Ukraine ou ailleurs. Donc la révolution, si elle était bien poussée par le peuple ou par des élus ou par une partie de l'opposition, elle serait partie de Damas ou d'Alep. Or, vous remarquerez, maintenant vous pouvez le remarquer, avec 5 ans, on n'a pas de mal, les historiens et les géopoliticiens vous le disent, elle a démarré sur les frontières. Frontières turques, frontières jordaniennes, frontières libanaises, frontières irakiennes. Avec la Turquie, pour moi, j'ai toujours du respect pour tous les peuples du monde. Mais pour moi, Erdogan s'est substitué à Hitler, pardonnez-moi, de la lourdeur, même si les pays arabes sont responsables, même si l'Occident est responsable, même si la Syrie aussi a une part de responsabilité. Erdogan qui a ouvert ses frontières 750 km, alors que tous les 2 mois, il venait se vautrer à Alep, et on le voyait avec le président Bachar, profiter de la meilleure gastronomie syrienne à Alep. Vous comprenez? Et quand tous ces commerçants turcs étaient ravis d'échanger 5 minutes, d'échanger avec les Syriens, bien sûr, le commerce allait très bien, le tourisme aussi, donc le pays était debout. Ensuite, il faut savoir que les étudiants en Syrie bénéficient, comme en France, mais ils n'ont pas le même pouvoir d'achat, des mêmes avantages, gratuité de l'école, des universités. Bien sûr, il y a le poids lourd de service militaire, mais ça fait partie, c'est un pays qui est toujours convoité, vous le voyez bien aujourd'hui, et s'il tient debout, c'est grâce à son armée. Bien sûr, ce n'est pas grâce seulement à son armée. Quand on dit il bombarde son peuple, il y a 80 000 soldats syriens. Ce sont des hommes et des femmes. Ce sont des chrétiens, ce sont des sunnites, ce sont des alaouites, ce sont des kurdes, ce sont des soldats syriens qui sont morts sur les fronts. Et malheureusement, il y en a autant, malheureusement. On dit toutes les guerres sont sales. Toutes. Mais la propagande du mensonge, elle est pire. Mais il y a une chose, jusqu'à ce jour, vraiment, on innove dans le 3e millénaire. Vous aviez les Anglais en face, les Allemands, les Israéliens, les Turcs. Vous avez l'armée syrienne, je dirais c'est pas beau, mais c'est loyal.
Vous avez des soldats face à des soldats. Là, vous avez ce qu'on appelle des rebelles ou des djihadistes qui s'infiltrent, qui s'affrontent par rapport à des populations civiles démunies la plupart du temps. Alors, est-ce que vous croyez que ça peut s'accompagner sans qu'il y ait des civils qui meurent d'une part et d'autre? Je rappelle, pas pour justifier, je suis un homme non violent, je me suis battu. Je cite toujours Gandhi qui disait « il y a beaucoup de causes qui méritent que l'on meure pour elles, il n'y en a aucune qui mérite que l'on tue pour elles. » En Syrie, on tue pour toute cause, sauf pour la démocratie. Elle vous a parlé du gazoduc. Quand invité en France en 2008, le président syrien avec les Qataris, il a refusé que les gazoducs passent pour des raisons qui sont propres à la Syrie, pour leur fidélité à l'Iran, à la Russie. C'est un droit. Quand on est fidèle à la Russie, on est tout de suite rouge, stalinien, etc. Vous voyez, la ligne de diabolisation. Peu importe, il se trouve, la Syrie, c'est un pays souverain qui avait le droit. Et il n'est pas responsable de tous les maux de cette planète djihadiste. Bon, aujourd'hui, le bilan, il est lourd. Alors, vous comprenez que quand vous avez cette intrusion de tous ces djihadistes, qui ne sont pas quelques milliers, on les estime, suivant les fourchettes, entre 60, 70 000, certains disent 120 000, peu importe. Donc vous avez des gens super armés, qui ont la logistique des satellites, donc les dégâts sont considérables. Je rappellerai quand les Alliés sont venus en France bombarder pour libérer le peuple français en Normandie. Évidemment, quand il y a eu 10 000 morts les 3 premiers jours dans 10 000 civils, est-ce qu'on a dit les Américains bombardent, pas leur peuple, puisqu'il était français, leurs alliés? Quand il y a des exactions au Japon, ou etc., quand on largue, oui, là, il y a un seul homme qui a pu tuer 250 000, c'était à Hiroshima. Un homme à lui seul, il y a une responsabilité collective. Malheureusement, ne cherchez pas les chiffres. Les historiens vous le donneront. Mais plus important, si la Syrie ne retrouve pas la paix, aujourd'hui ou demain, c'est tout le Proche-Orient qui va être à genoux, puisqu'il l'est déjà. Vous savez, tant que les personnalités politiques et médiatiques ne pourront pas influencer, je dis, la politique israélienne, pour qu'elle s'assoie à la table de la négociation, pour qu'il y ait la paix, pas simplement pour les Palestiniens, pour tous les pays arabes, on ne pourra pas résoudre la tragédie syrienne. Le bilan est très lourd, je vous l'ai dit, il y a 10 millions de morts. Or, on ne peut pas continuer comme ça, au nom de la démocratie. Ces 2 poids et 2 mesures, dans mes lettres ouvertes, que ce soit à Sarkozy et à d'autres, j'ai attiré leur attention. C'est curieux. Quand c'est la Syrie, la Libye, c'est tout de suite, c'est l'axe du mal comme bouge. Quand c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, qui sont des pays bien moins, croyez-moi, vous pouvez interroger là, bien moins démocratiques que la Syrie ou le Liban ou Israël, je crois que ces 2 poids, 2 mesures ne peuvent plus ne pas vous sauter aux yeux. Donc c'est injuste. Alors d'aujourd'hui, la solution, si on n'arrive pas à trouver des solutions durables en se basant sur la justice, de la légitimité. La Syrie a été amputée d'un tiers de son territoire quand il y a eu les traités de Sykes-Picot, de Versailles, etc., qui d'une façon arbitraire a découpé le pays en vous disant maintenant nous allons redessiner le Proche et Moyen-Orient parce que l'Amérique, après les attentats, a décidé de revoir sa copie. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et ce qui a été décrété ici, pour terminer, il y a 4 ans, d'une façon arbitraire en disant on reconnaît quelques opposants, est-ce que vous avez entendu ces opposants, puisqu'il y en a eu plusieurs, s'exprimer en Syrie, en Europe, en France, avec un programme cohérent qui puisse permettre une transition qui soit cohérente et pour l'intérêt du peuple syrien et sa souveraineté? Voilà. Donc, j'ai voulu 2 minutes, très bien. Alors, pour terminer, puisqu'il me reste 2 minutes, je vous dirai à propos de la Turquie, moi qui ne suis pas anti-pays, je souhaiterais, c'est mon rêve, et je me suis battu pour que mon pays s'assoie à la table des négociations. Mais vous savez, les Israéliens qui dominent le monde médiatique et politique, je leur reconnais, et c'est ce que j'ai dit en Tunisie, pour donner l'exemple à nos pays arabes, à savoir qu'ils doivent miser, je ne parle pas pour demain, mais pour après-demain, parce que les reconstructions, je citerai 2 choses. Badreddin Hassoun, c'est le moufti de Syrie, c'est un sunnite. Quand il est venu au Parlement européen en 2008, je le cite, il est venu, on lui a accordé 1 heure, puisqu'il était invité pour inaugurer l'année culturelle au Parlement européen en 2008. Il a terminé son discours d'une façon presque prophétique, si j'ose dire, mais pas dans le bon sens, en disant demain,
à la communauté internationale, vous pouvez détruire peut-être le mur des lamentations, ou la mosquée Al-Aqsa, ou le Saint-Sépulcre. Mais si vous détruisez la vie d'un seul enfant, qui peut la reconstruire? Et pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, qui pour moi est un type remarquable, à l'image de Gandhi, on a assassiné un de ses enfants alors qu'il est sunnite et qu'il n'a pas prêché pour le gouvernement, il a prêché pour la souveraineté de son pays. Mais vous voyez, ces hommes et ces femmes, et même la conseillère d'Assad, d'ancien, et celui-là, c'est une femme. Les femmes tiennent une grande place en Syrie. Elle est diplômée de doctorat de littérature anglaise. Elle a été conseillère. Elle a failli être nommée au Nobel de la paix. À la Ligue arabe, elle a été proclamée la femme de l'année. Elle s'appelle Boutaina Shaban. C'est une intellectuelle qui a vécu et enseigné en Angleterre. C'est vous dire la dimension culturelle de cette femme. Elle a été, pourquoi je vous en parle? Pas pour faire son éloge, il y en a beaucoup comme ça en Syrie, mais simplement dans la directive de l'axe du mal, on a décrété que cette femme était sur la liste noire parce qu'elle est restée fidèle, ils disent, au gouvernement ou à son président, elle est restée fidèle à son pays courageusement parce qu'elle pouvait aller exercer son métier comme elle l'a fait en Grande-Bretagne. C'est vous dire qu'il y a une élite en Syrie, que ce soit en Syrie, à Alep ou partout. Ensuite, ce qui a marqué, je termine, ce qui a marqué aussi l'économie, 4 ans de sécheresse, et les paysans en Syrie, pardonnez-moi, ils s'en foutent qui est Bachar ou autre, les agriculteurs, parce qu'ils sont tenus par la terre, par l'agriculture, et ils ont eu 4 ans de sécheresse, et tout ça, ça a pesé très lourd dans l'évolution des événements. Juste, pardonnez-moi, je terminerai par rapport à la Turquie. Vous savez, le président chinois, lors de la COP21, il a cité avec une certaine fierté Victor Hugo pour parler de climat et de l'engagement de la Chine. Moi, je vais vous citer quelqu'un d'autre, Chateaubriand, qui a un siècle et quelques. À propos de la Turquie, je terminerai là-dessus. Il disait en 1885, tenez-vous bien, et Victor Hugo aimait beaucoup Chateaubriand, d'ailleurs il disait « je veux être le Chateaubriand de l'époque ». Il disait prétendre civiliser la Turquie en lui donnant des bateaux à vapeur, des lignes de chemin de fer, en disciplinant ses armées, en lui apprenant à manœuvrer ses flottes, ce n'est pas introduire la démocratie ou la civilisation en Orient, c'est introduire la barbarie en Occident, on y est.